Merci à toutes et à tous d'être présents physiquement ou en virtuel. Alors, j'ai le plaisir d'initier la présentation de notre projet commun à plusieurs chercheurs. Je vais vous présenter ça tout de suite, qui s'intitule donc InnovEPAD et qui étudie les innovations technologiques, organisationnelles, numériques pour le lien social des résidents en EHPAD en contexte pandémique. Ça, c'était aussi la promesse initiale. Et en fait, on s'est retrouvé à étudier bien plus large. On va y revenir. Donc, on est une équipe de chercheurs en pluridisciplinaire, une vraie pluridisciplinarité, on pourra en reparler, avec deux représentants en physique, Christophe et moi-même. Donc, Christophe, qui est le postdoctorant de la recherche, qui est très présent et très engagé sur le terrain, qui est en sociologie. Moi-même, je suis en sciences de gestion. Je suis maître de conf à HDR à l'école de management à l'Université de Strasbourg. Et je coordonne le projet il y a aussi d'autres représentants dont vous voyez les noms ici. Et il y en a un qui est présent, j'ai vu en ligne, c'est Fabien, qui est le représentant des sciences de l'éducation avec Vivien. On a aussi quelqu'un qui est psychologue clinicienne et un chercheur en éthologie, qui est une branche de la biologie. Donc, déjà une pluridisciplinarité, et puis je vous en présenterai plus tard une interdisciplinarité. Alors, cette étude s'est cristallisée en fait grâce à un appel à projet de l'Agence nationale de la recherche et de la région Grand Est, Résilience Grand Est, qui a proposé un certain nombre de financements pour étudier tous les effets et les impacts organisationnels, individuels de la crise Covid, pandémique, etc. Donc, on a pris cette opportunité pour en fait se rencontrer. Tous les chercheurs dont je vous ai parlé là, on s'est rencontrés et on a formalisé ce projet donc, autour de l'usage de l'impact des dispositifs numériques. Donc, c'est concrètement les tablettes sur le lien social des résidents en EHPAD. On a collecté des données, alors on vous présentera le détail, mais globalement pour le projet, on a collecté des données principalement entre avril et maintenant, sachant qu'hier matin, on était encore en train de mettre des dispositifs pour collecter des données et que ce n'est pas tout à fait terminé. Ce seront donc des résultats intermédiaires qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va commencer par une revue de littérature. Oui, donc parallèlement à la collecte des données, on a mené une revue de littérature de type systématique scoping review, en fait. On a retenu entre début 2020 et fin juin 2021 29 articles. Voilà, alors là, de manière un peu synthétique, ce qu'on retrouve en fait en termes d'attente principale à l'égard des technologies numériques en période de confinement dans donc l'équivalent des EHPAD au niveau international, les nursing homes, des attentes très centrées finalement sur des impacts positifs des technologies numériques à l'égard du lien social des résidents. Et également, en fait, ce qui est posé, c'est que en impactant positivement le lien social des résidents, ça va avoir un impact positif de fait sur leur santé et sur leur bien-être. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Il y a une attention particulière, bien entendu, en tout cas, qui est portée aux familles et aux proches, donc avec lesquels il importe de maintenir le lien, précisément dans la période où les proches sont interdits d'entrer dans les établissements. Et donc, le numérique qui est analysé, soit qui est appelé à être déployé dans des commentaires, pour le coup, et qui est généralement envisagé comme efficace à cette fin. Le numérique va permettre de maintenir le lien. On a trouvé une étude qui traite des liens avec des résidents d'autres établissements. Donc là, c'est un dispositif qui a été déployé. Donc, il y a des échanges numériques qui se font avec d'autres établissements et aussi un certain nombre de travaux qui traitent de contact direct des résidents avec des robots sociaux. En fait. Certains travaux pointent des limites à cette possibilité de maintenir le lien via les dispositifs numériques.
sans nécessairement remettre en question l'impact positif du numérique. En fait, les limites vont porter principalement sur la fracture numérique, soit du côté des personnes âgées, soit du côté des professionnels, et aussi les incapacités et limitations cognitives et sensorielles des résidents qui vont nuire, en fin de compte, à l'émission-réception des messages, en fait. Alors, dans une scoping review précédente, donc de 2017, avait été soulignée l'absence de prise en compte du point de vue des professionnels et des organisations dans les travaux qui portent justement sur les échanges numériques en EHPAD entre résidents et les familles. Ce qu'on constate là dans la littérature de cette période de crise, c'est qu'en fin de compte, manifestement, la crise semble amener un certain nombre d'auteurs à identifier, là pour le coup, à mettre la focale sur un certain nombre de limites infrastructurelles, notamment l'absence de réseau Internet dans les établissements qu'on retrouve sur le terrain, l'absence d'équipement numérique également des établissements, hein, pour le coup, voilà, et aussi un certain nombre de limites organisationnelles, le fait que les échanges doivent être médiés par des professionnels, donc ce que ça implique du temps dédié, qui a géré aussi le turnover des soignants, donc toutes ces difficultés-là, en fin de compte, qui étaient relativement absentes de la littérature par le passé, qui cette fois-ci là sont bien révélées, et donc et toujours dans l'idée d'avoir un impact effectif sur l'isolement social et la solitude. De fait, on identifie un certain nombre de limites dans la littérature scientifique de cette période-là, hein, ce qui nous amène à ouvrir aussi à des travaux de recherche. Alors, le premier, c'est cette affirmation du besoin de lien social des résidents, lien social ou concept corrélé, hein. On trouve beaucoup de concepts, social support, engagement, participation, contact, social ties, etc. Et donc, les questions qui se posent, c'est finalement ce lien, c'est avec qui? Est-ce que c'est essentiellement avec les proches que c'est central? Est-ce que c'est pareil en temps de crise ou hors crise? Qu'est-ce que la crise a révélé à ce niveau-là, hein, pour le coup? Et aussi, pour nous, il y a une nécessité de reposer ces questions du lien, et surtout dans les textes et notamment les commentaires qui sont généralement posés pour acquis et qui sont rarement définis, en fait. C'est des concepts qui sont un peu jetés comme ça et peu définis. Et ensuite, la technologie comme support de lien social renvoie dans la majorité des textes à une forme de solutionnisme technologique, hein, au sens de Morozov. Donc, de fait, la technologie va permettre le lien, hein, c'est généralement affirmé comme tel et peu questionné. Et donc, pour nous, il nous semble important, et on essaie de s'inscrire là-dedans, en fin de compte, d'aller questionner sur le terrain, en fin de compte, quels sont les enjeux, les limites effectives. Et donc, ce qui nous amène à la problématique, hein, donc on étudie les liens des résidents en EHPAD, donc dans leur environnement, donc en allant sur place, via l'usage des outils numériques déployés pendant le confinement, et on va chercher à comprendre les effets des organisateurs et réorganisateurs de ces usages en EHPAD. Pour faire le lien, justement, vous voyez sur cette slide que, en fait, il y avait écrit lien d'une certaine manière et qu'on l'a changé tout à l'heure parce que petit à petit, on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas un lien, mais beaucoup de liens et qu'il y avait beaucoup de choses qui entraient en compte dans la constitution ou non de ce lien entre les résidents et les autres, donc et les soignants, entre les résidents et la famille, entre la famille et les soignants, etc. Et que l'espace de l'EHPAD lui-même avait un enjeu, oui, un impact, et puis avait son rôle. Et donc, ça nous a amené à déployer une méthodologie assez ambitieuse et pluridisciplinaire, comme je disais tout à l'heure, parce que finalement, pour reboucler sur ce que vous disiez, Pearl, tout à l'heure, ça dépend. Mais ça dépend de quoi, en fait? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Et ça dépend de quoi? Donc, dans notre approche, vous voyez ici cette slide, elle présente, elle essaie de schématiser l'ensemble de la démarche. Donc, il y a un certain nombre d'EHPAD qui sont concernés par des études particulières. Vous voyez que l'EHPAD numéro 7, c'est celui qui a fait l'objet d'une approche spécifique des sciences de l'éducation. On vous en reparle juste après. Tous les autres ont été abordés, alors soit par une, soit par plusieurs des approches. Donc, moi, j'ai une vision globale sur l'ensemble des 6 EHPAD qui sont indiqués là, puisque l'approche en sciences de gestion englobe une présence effective et des entretiens dans chacun des 6 EHPAD. En complément, et pour avoir une autre focale,
on a les approches en psychologie clinique et sociologie qui vont se focaliser sur 2 EHPAD en particulier. On va le voir de façon croisée pour avoir pas seulement, mais aussi une vision micro du point de vue des individus et du ressenti, de comment est-ce qu'ils ont perçu les visios, etc. Et 2 EHPAD qui font l'objet d'une étude croisée, donc sciences de gestion, sociologie, éthologie. Et éthologie, en fait, l'idée est de retracer les liens physiques entre les personnes. Donc, je vais revenir rapidement sur l'approche en sciences de gestion. Alors, j'avais fait d'abord une première vague d'entretien. Enfin, vague, ouais, c'est bien choisi parce que c'était pendant la première vague de 2020 avec 15 EHPAD. Et l'idée était d'identifier les innovations managériales et organisationnelles. Qu'est-ce qui a été amené à perdurer ou non. J'avais vu des choses à propos du leadership qui étaient à la fois engageants et tranchés, mais aussi des leviers de management qui étaient déjà déployés précédemment, mais qui avaient été renforcés. Et puis, j'avais étudié aussi le processus d'innovation managériale et qu'est-ce qu'il en reste ou pas. En complément de ça, donc j'ai fait des entretiens et des observations dans ces 6 EHPAD-là. Et l'idée, vous voyez, c'est d'avoir une vision globale et plus superficielle que les autres démarches qui sont présentées juste après. Mais pour avoir ça dépend de quoi. En fonction des structures, qu'est-ce qui va jouer au niveau organisationnel et managérial sur l'existence ou non d'un lien social et l'impact ou non des usages des dispositifs numériques sur ce lien social. Ensuite, eh bien, là, c'est la focale qu'on a vue tout à l'heure dans la première slide, donc, avec donc Célia, notre collègue Céline Rassin, donc, qui est psychologue clinicienne, et moi-même, on a fait une focale un peu plus spécifique sur 2 EHPAD dans lesquels on a été de avril à fin juillet, hein, pratiquement. Et donc, avec la collègue psychologue, on part d'une focale plus micro, c'est-à-dire qu'on part de situations ciblées en fin de compte de résidents, 4 dans l'EHPAD 1 et 5 dans l'EHPAD 2. Et on s'efforce donc de mener des entretiens avec les résidents eux-mêmes quand c'est possible, c'est-à-dire quand le consentement est rendu possible par les troubles cognitifs ou non. Les proches, quand il y en a et quand c'est possible également, et un certain nombre de professionnels qui sont désignés comme étant significatifs dans l'accompagnement de ces personnes-là. Voilà, et on a fait le choix de croiser nos regards, en fait, de travailler sur les mêmes situations et de croiser les regards de la psychologie clinique et de la sociologie. Donc, c'est encore pour l'instant en cours à ce stade. Voilà, donc, sous forme d'entretien semi-directif, d'observation participante sur des demi-journées ou des journées complètes et également des tests projectifs pour notre collègue psychologue. Et enfin, non pas enfin, autre approche, alors là, c'est principalement sur 2 EHPAD là, que se déploie l'approche en éthologie. Donc, en fait, notre collègue Cédric travaille sur les réseaux sociaux, c'est le terme qui est employé dans sa discipline. Donc, les réseaux sociaux des résidents, en fait, en les équipant avec des capteurs de proximité, en fait. Donc, c'est des détecteurs qui fonctionnent par Bluetooth en équipant. Alors, on a mis 4 à 5 résidents, en fait. Finalement, dans celui où on a été hier, on en a eu 7. Il y a un autre qui est encore en négociation là pour le moment. Et l'objectif est d'équiper toutes les professionnels de toute catégorie pour le coup, hein, et de mesurer sur une durée de 6 à 7 jours le temps de vie de la batterie, hein, les réseaux en fait des résidents de manière à du coup une mesure objective, et de faire passer des questionnaires aux résidents, un questionnaire, donc le SF36 Health Survey, qui porte sur l'état physique, et la GDS, Geriatric Depression Scale, qui mesure la dépression. On croise ça avec les observations donc, que je mène moi-même et que Célia mène pour amener aussi un regard un peu en 3D, quoi. Et donc, l'approche en sciences de l'éducation et de la formation qui s'est fait hors Grand Est, c'est principalement notre collègue Fabien qui est en ligne, qui a mené des observations de l'activité des professionnels sur site. Lui, il était essentiellement centré sur la question de l'activité pour le coup. Et il a mené des entretiens d'explicitation de l'activité, donc
plus précisément l'activité de médiation en fait, des visios via les tablettes. Et donc, ces entretiens d'explicitation sont entreprenés dans les détails. L'idée est de déplier en fait, tout ce temps-là en fait, pour le comprendre de manière fine. Alors, à l'issue d'un week-end fructueux entre tous les chercheurs, sauf celui en éthologie, parce que justement, il n'y a pas encore ces résultats, il n'y a pas encore de données, mais tous les autres, on s'est retrouvés un week-end pour travailler sur nos résultats. Point interdisciplinaire intéressant, on avait, quand on parlait concept, on s'éloignait. Donc, on se retrouvait autour du terrain et j'allais dire des anecdotes, mais pas seulement, des phénomènes observés lors du terrain. Et c'est là qu'on arrivait à trouver un terreau commun. Alors, on aurait pu vous parler de beaucoup de thématiques qui ont été abordées, notamment le rapport au temps, ou bien les dispositifs institutionnels, organisationnels, soignants, numériques, technologiques. Ça aurait pu être des portes d'entrée. On a choisi celle du corps parce que ça nous semblait être assez révélateur et structurant d'un certain nombre de phénomènes observés. Donc, on va recentrer en fait notre problématique très générale en cette sous-question de recherche qui est comment la crise du Covid, entraînant des mesures de distanciation sociale, a-t-elle mis en jeu les corps et leur circulation en EHPAD? Et on va le décliner selon 4 aspects. Alors d'abord, premier résultat donc, concernant ce corps, eh bien, c'est lié à l'EHPAD en soi, qui est une organisation qui est axée sur la compensation des pertes fonctionnelles des personnes accompagnées, donc des résidents. En soi, ça sert à ça, l'EHPAD, en fait. Mais ça amène à des négociations et des tensions qui sont liées au corps lui-même. Le fait de prendre soin de manière globale dans l'EHPAD, ça peut amener à une certaine violence. Donc, il y a une tension entre prendre soin et faire violence qui se retrouve. Voilà, ça peut faire mal de faire des soins et aussi, on peut amener à une sursollicitation des personnes pour combler les pertes fonctionnelles. Ça, c'est vrai de tout temps. C'est vrai aussi, et on l'a beaucoup vu avec la présentation de Pearl précédemment, le dilemme entre sécurisation et liberté de circulation qui a été bien décrit et qui est d'autant plus amplifié pendant la crise puisque finalement la nécessité de sécurisation, elle était vitale. Et aussi la liberté de circulation qui a été remise en cause de manière beaucoup plus violente que hors crise, puisqu'on peut avoir par exemple des clenches de portes qui ont été retirées par des personnels de service et pour s'assurer de la non-contamination de certaines personnes. Juste un exemple, mais voilà, ça s'est amplifié. Alors, ce dilemme de sécurisation et liberté, entre sécurisation et liberté de circulation, ça se reporte souvent sur les professionnels. Et donc, ça pose la question de la responsabilité des professionnels par rapport à cette question de l'enfermement. Jusqu'à quel point est-ce qu'on laisse les personnels de première ligne finalement assumer cette responsabilité-là? On nous a parlé dans un vocable de carcéral, de surveillants, de renvoyés dans les chambres. Il y a tout un champ sémantique autour de la prison, comme je viens de vous parler à propos des poignées de porte, etc. Et ça pose plus globalement la question de l'autonomie organisationnelle. En fait, le poids porté par les professionnels, ça renvoie à la ligne hiérarchique, à la responsabilisation de l'ensemble de la ligne hiérarchique et aussi de la place de l'EHPAD par rapport à un plus grand ensemble qui va être son organisme gestionnaire. Souvent, ils sont dans des ensembles plus vastes et il y a la culture en fait de ce groupe va insuffler plus ou moins de liberté, donc plus ou moins de liberté aux responsables des établissements qui vont eux-mêmes reporter ce plus ou moins grande liberté par rapport aux professionnels. Donc, on a une plus ou moins un rapport à la règle, en fait, qui va être soit on va avoir des contournements. OK, on devrait enfermer les personnes, mais finalement, on ne le fait pas. On devrait interdire les visites, mais finalement, on les permet. Ou bien d'autres qui vont être agrippés à cette règle. Donc, on a ces deux espaces, ces deux
manière de faire. Deuxième point concernant le corps, en fait, les visios, on pourrait penser d'abord que c'est un adieu au corps. Alors, dans les EHPAD, le corps est central. Le corps, les dispositifs soignants, ça amène notamment les soignants à présenter leur corps et à compenser en fait les pertes fonctionnelles des résidents. Il y a donc une centralité du toucher qui est vraie de tout temps, mais qui s'est accentuée avec le temps de crise. Alors, on pourrait penser donc qu'il y a cet adieu au corps avec les visios, mais au final, on se rend compte que ce n'était pas du tout le cas, puisque le corps du résident va être au centre notamment pour rassurer les proches qui avaient besoin de voir le corps des résidents pour être rassurés, d'où l'existence de la vision elle-même. Et aussi pour montrer que l'institution était bien traitante. Ça permettait aux résidents, aux proches, d'être rassurés par rapport à la bientraitance de l'institution. S'il était bien présenté, bien apprêté, le résident bien apprêté, ça permettait aux familles d'être rassurées de ce point de vue-là. On se rend compte qu'il y a une sorte de simulation avec les visios d'un état naturel. On essaie de retrouver un état d'avant-crise pour une certaine normalité. Et ce faisant, plus on cherche à faire du même, en fait, plus on fait des faux semblants et plus on révèle du différent. Alors, ce qui nous renvoie à la diapo suivante, c'est cette question de la médiation des liens avec les proches. Donc, de fait, les situations de confinement ont amené à une rupture du lien physique entre les résidents et leurs proches, puisque les proches étaient interdits de visite avec quelques négociations dont vient de parler Célia, mais en tout cas, dans leur grande majorité, il était impossible d'entrer. Eh bien, finalement, ce qui ressort de manière assez prégnante de notre matériau, en tout cas de la première analyse qu'on en fait pour l'instant à ce stade, c'est finalement le corps qui devient outil de médiation, et pas uniquement de médiation technique. Bon, mais il y a un besoin déjà en termes d'usage, c'est jamais en fait les résidents eux-mêmes qui activent la tablette, c'est toujours les soignants, soignantes plutôt d'ailleurs. Mais au-delà de ça, en fait, c'est la médiation de la relation elle-même. Alors, en premier lieu, il y a une nécessité de compenser les déficits visuels et auditifs, notamment d'un point de vue auditif. Tout simplement, il faut souvent répéter parce que le son de la tablette n'est pas forcément bon, parce que voilà, c'est compliqué. Donc, il y a cette nécessité-là. Autre aspect, la dimension de réduire cette étrangeté au monde numérique, parce que les résidents, pour la plupart, ont découvert cette possibilité de voir son proche alors certains appelaient ça la télé, mais de voir son proche dans la télé, et donc il y a ce besoin d'expliquer, de réexpliquer, et ça va être d'autant plus vrai que des troubles cognitifs sont avancés chez les résidents, expliquer et de réexpliquer pourquoi le fils est dans la télé, et donc d'accompagner en fin de compte, médier au sens plein du terme, l'échange. On a appelé ensuite le troisième point prêter son corps. Là, c'est au sens propre, puisque on a parlé de la centralité du toucher. De fait, là, le proche en visio, on ne peut pas le toucher. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Je ne peux pas prendre mes petits-enfants dans les bras, je ne peux pas toucher. De fait, les soignants compensaient ça en eux-mêmes touchant les résidents, en fait, pour contenir, pour rassurer, quoi. C'est venu de manière très centrale aussi dans les cas de visio d'adieu, visio de fin de vie qu'a observé notre collègue, où là, le proche demandait aux professionnels de tenir la main pendant que la personne était en train de décéder, dans la toute fin de sa vie, en fait, pour le coup. Présence-absence, alors là, justement, il y a quelque chose qui se joue à la fois entre cette nécessité de médiatiser, qui est centrale, comme on vient de le voir, et en même temps, l'enjeu de favoriser, en fin de compte, l'émergence d'un espace d'intimité. Intimité familiale, en fait, entre les résidents et les proches, quoi. Et donc, il y a tout un jeu qui se fait de la part des professionnels, des compromis qui vont être basés sur le tact du soignant, avec plus ou moins la possibilité de s'effacer ou non, selon les situations, et donc une confiance aussi du résident ou de la soignante en général, la confiance du résident dans la soignante. Dernier point, on a mis les usages créatifs des outils numériques mobilisant le corps. En fait, il a souvent fallu composer, notamment pour éviter les blancs qui sont gênants et problématiques avec les visios.
Et là, je vais citer un exemple précis, une résidente avec des troubles cognitifs avancés et en fait, sa fille alors déjà, la psychologue qui lui court après avec l'ordinateur pour qu'elle reste focalisée dessus et la fille qui, pour attirer l'attention de sa mère, va se mettre à chanter parce qu'elles avaient l'habitude de chanter auparavant, quoi, hein. Et pour le coup, sa mère va répondre, elle va chanter et donc du coup, ça va rendre à nouveau possible la médiation par le numérique. Alors, les ambiguïtés du lien par le numérique, hein, on a eu des retours concernant des formes de ruse, de manipulation pour convaincre. Un exemple, une soignante qui dit venez, vous allez voir votre petit-fils. Et ça pose surtout la question de qui est à la demande de ces visios, pour le coup, hein, puisqu'il faut déployer des ruses pour convaincre les résidents de participer à ces échanges. Autre aspect, c'est la place importante prise par la technique, hein, les problèmes de connexion, de chargement, je passe vite là-dessus, mais ça a été quelque chose d'assez notable et qui ont amené certains pros, les familles, les pros et les résidents, pour certains, finalement, à rejeter tout le dispositif parce que trop lourd, en fait, hein, la technique qui bloque, quoi. Troisième point, enfin, qui est un point assez particulier, c'est cette question des sas pour les résidents et pour les proches. C'est-à-dire, lors d'une visite physique, il y a toujours un avant et un après, quoi, hein, voilà. Là, encore une fois, je vais citer un exemple précis. Alors, c'est vrai pour les résidents, mais c'est aussi vrai pour les proches. Une proche qui vient voir sa mère généralement et qui fait une longue route pour rentrer chez elle, elle nous expliquait comment ça lui permettait de faire un sas après avoir vécu ce moment éprouvant de rencontre avec sa mère qui a eu des troubles cognitifs qui se sont développés assez rapidement. Et là, en fin de compte, ces sas disparaissent. Et à 10h30, la visio s'arrête. 10h35, elle était en visio sur son travail en visioconférence, quoi, hein. Donc, ça pose ces questions-là. Et en filigrane, on voit aussi la nécessité de dégager du temps soignant, hein, qui a été un peu oublié dans les discours institutionnels, et la nécessité de compétences spécifiques, hein, pour le coup, pour médier ça. Donc, ça pose aussi les questions de la perméabilité des frontières organisationnelles. L'espace de l'EHPAD est déjà un lieu à la fois ouvert parce que c'est censé être l'espace de vie des personnes qui sont résidentes, mais c'est aussi un espace d'enfermement, comme on l'a vu précédemment. Et ce qui est vrai hors crise a été encore accentué puisque la fermeture des portes, ça a créé comme une sorte de carapace, comme un vêtement durci, une seconde peau. Et tout corps étranger va être été alors tenu à distance du fait du risque de contamination. Alors, paradoxalement, ça a pu être vécu positivement. Pour certains, ça a fait une pause dans la relation familiale qui n'est pas toujours choisie, mais parfois subie. Voilà. Je ne vais pas dans ce débat, mais voilà. Et par rapport aux visios, les visios, en fait, là-dedans, interviennent comme des dispositifs pour la transparence. C'est le seul moyen pour les proches d'arriver, de voir en fait ce qui se passe dans l'EHPAD. Donc, l'enjeu ici va être qu'est-ce qu'on rend visible, qu'est-ce qu'on laisse invisible, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, quel trou dans la carapace on va laisser ouvert ou non. Et au final, ces visios ont été comme l'ouverture d'une scène où vont être traités ou déplacés certains dilemmes qui existent déjà. Par exemple, les frontières pro-perso. Eh bien, avec les visios, certains professionnels vont avoir donné leur numéro à certains proches, donné leur numéro de téléphone perso pour faire des visios via WhatsApp, via Skype. Et donc, ça pose cette question de la frontière qui est déjà existante puisqu'il y a déjà des limites qui ne sont pas toujours extrêmement claires. Il y a eu cet usage-là, ou bien des personnels qui sont allés faire des courses pour des résidents pour qu'il y ait un petit peu de normalité, etc. Alors, pour conclure et commencer le dialogue, ce qu'on a observé, c'est post-crise, une sorte de reconfiguration à l'identique. Les innovations managériales et organisationnelles dont on a parlé, finalement, elles ont été le temps de la crise. Il y a eu des choses qui se sont, enfin des phénomènes qui se sont renforcés par rapport à ce qui existait précédemment. Avec quand même quelques nuances, il y a eu des modifications organisationnelles, des externalités positives, pour vous citer, et notamment le déploiement de réseaux numériques
qui ont été améliorées ou qui sont prévues dans certains EHPAD, et puis de la préparation de la numérisation des EHPAD, notamment pour les générations qui arrivent, en fait, les nouvelles générations de résidents. On voit aussi la remise en cause du solutionnisme technologique qu'on avait déjà identifié dans la littérature qui se confirme, puisque, un, ce n'est pas évident de mettre en place des visios, et deux, ce n'est pas évident que ces visios permettent le lien social, avec toutes les freins qu'on a identifiés. On voit aussi que ce n'est pas suffisant de dégager du temps et des moyens, mais que ça pose la question des compétences spécifiques des personnels. Qu'est-ce qu'on demande au personnel de savoir-faire, et qu'est-ce qu'on peut leur demander, notamment pour médiatiser les échanges. Et on voit également qu'il n'y a pas seulement un lien social, mais une pluralité qu'il va falloir analyser et cartographier encore, si on peut. Et puis, je finirai avec ce point qui est que le lien virtuel, et tout sauf virtuel, il est aussi très matériel, très physique. On a vu ces défauts techniques, ces dispositifs, ces infrastructurels qui ont été évoqués, la mobilisation des corps centrale dans notre présentation, mais aussi dans les données qu'on a pu voir dans cette interaction entre les résidents, les soignants, les personnels, etc. Je vous remercie de votre attention.